Nous sommes de retour ce soir, les amis, avec Bug épisode 15. Donc ce soir, c'est un épisode un petit peu particulier. On va vous faire un petit bilan de la saison 7 de Game of Thrones qui s'est terminée dimanche dernier. Et Seb va nous faire un petit bilan aussi des films qu'il a vus cet été. Est-ce que il y aura plusieurs parties, Seb, ou tout d'abord, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend quand vous écoutez. Excusez-moi de ma malpolitesse. Seb, salut, et Bastien, salut. Oui, mais là c'est mon tout le pas aujourd'hui, c'est pas vraiment moi-même. Hein. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Donc Seb, ton petit bilan de l'été, plusieurs parties ou une seule partie? Fais-nous languir. Oh, bah, je vais tout vous balancer d'un coup, hein, moi pour le plaisir. Hein. Moi je suis un peu comme Herbert Léonard. Voilà, exactement. D'ailleurs, il a eu une actualité très palpitante cet été. Rappelons qu'il a eu un petit passage dans le coma. Ah bon? Oui, tout à fait comme sa carrière musicale, mais elle, c'est depuis des années. Donc on te salue, Herbert. Ouais. Et un petit hommage pour Mireille d'Arc Non. Non. Bah, on peut enchaîner. Non, franchement, non. Quoique, non, en fait, non. Donc, le programme de cette émission, on vient vous le donner. Donc, on va commencer par le bilan de Seb qui va être assez pléthorique et je pense, il y a des choses à dire parce que tu nous as mis dans le secret et il y a quelques films qui risquent d'être un peu. Enfin, voilà quoi. Et donc, après, on termine. Si tu veux, il y a du caca et du pas caca. D'accord. Bah ça, écoute, c'est un peu la vie. Voilà. C'est la vie. Et donc on terminera par le débriefing, le bilan de la saison 7 de Game of Thrones qui s'est terminée dans l'allégresse et les clameurs de la foule dimanche dernier, battant tous les records d'audience et compagnie. Et sans surprise, la meilleure série de tous les temps, meilleur épisode de tous les temps et tout le toutier. Donc voilà, messieurs. C'est Marvel qui produit ? Ouais, je crois, ouais. C'est Marvel Production. C'est Netflix qui diffuse. Ouais, réalisé par Christopher Nolan. Ouais. Putain, les gars, et produit par Del Toro aussi. Et musique choisie par Edgar Wright. Ça, c'est voilà, exactement. Donc voilà, les gars, on y va, c'est parti. Seb, c'est à toi. Le bilan de l'été 2017. Ouais, un petit bilan à travers 5 films, en sachant que Transformers, par exemple, je paye pas pour, donc j'ai pas vu. Non, mais c'est pas un film non plus. Oui, c'est vrai. Et concernant Baby Driver de l'ami Edgar Wright, qu'on vient justement de citer, j'ai pas pu le voir, mais on va se le garder pour faire une spéciale consacrée au monsieur. Donc, là, on va commencer avec 2 films sur lesquels je vais aller assez vite, parce que j'en ai déjà parlé dans Grumpy Seb Matt des Films. Et donc on commence avec ce que je considère tout simplement comme le meilleur film de l'été. Peut-être même de l'année en fait. Il reste 4 mois, on verra. Je parle bien sûr de War for the Planet of the Apes, alias la planète des singes Supremacy. C'est une bombe absolue. J'ai bien aimé le premier, j'ai beaucoup aimé le deuxième, mais rien, absolument rien ne me préparait à tant aimer celui-ci. Il est quasi parfait. J'étais impliqué émotionnellement, ce qui n'était pas le cas sur les précédents, c'est brillant. En gros, si vous voulez que je fasse beaucoup plus long, réécoutez ce que je disais sur Logan, parce que les 2 films ont énormément de similitudes. En plus, c'est le même studio. C'est complètement fou, sauf que je trouve celui-ci meilleur que Logan, parce que émotionnellement, il m'a beaucoup plus impliqué et aussi parce que j'ai été beaucoup plus surpris que Logan, là où je m'attendais un petit peu à sa conclusion. Ici, je m'y attendais pas et c'est absolument formidable. Vraiment grand film. Pour moi, la grande intelligence de la saga, enfin surtout sur les 2 derniers, c'est d'être un film d'invasion ou d'infecté, mais d'adopter le point de vue de l'envahisseur ou de l'infecté et pas de l'humain. Ça change la donne. Et quand tu te concentres un peu sur l'humain, tu réalises qu'il a de bonnes raisons d'être en rogne. Et ça, le personnage de Woody Harrelson le résume parfaitement. Bref, c'est absolument fantastique. La performance capture est à un niveau dingue. Andy Serkis est monumental. Très grand film. On peut nommer quand même le réalisateur de celui-là aussi, c'est Matt Reeves. Il avait déjà Matt fait... Reeves qui a réalisé le précédent et qui a fait le remake de Morse. Ouais, et son premier film était Cloverfield, dont je suis absolument pas fan d'ailleurs. Donc autant dire que le mec me surprend et que là il a les rênes du prochain Batman et je lui fais une confiance absolue. Ouais, il a une carrière un peu atypique pour l'instant et bon j'ai pas vu celui-ci mais j'ai lu ses interviews et le bonhomme a l'air plutôt intéressant. Donc ouais, je pense que c'est en plus je pense que c'est un mec bien quoi. Donc j'espère que son Batman sera à la hauteur parce que j'ai vraiment envie de suivre sa carrière quoi. Justement, un peu comme Francis Cabrel quoi, c'est un mec bien. Quoi. Voilà.
justement, tu parles de la question du point de vue dans le dernier, là, et c'est une question qui est abordée un peu en large et en travers dans le numéro de Mad Movies de cet été, si je ne m'abuse. Et je me souviens que justement, il en parlait et que c'était la question principale qui s'était posée avant de faire le film, et dès qu'ils avaient trouvé justement ce point de vue, ils s'étaient lancés dans le projet à corps et à cri. Et c'est parfaitement, enfin je veux dire, c'est vraiment un film, je veux dire humain, mais alors que c'est plus singe, mais tu vois, la guerre du titre, c'est pour l'âme de César finalement, et c'est absolument démentiel, vraiment très très beau film. Et la musique de Michael Giacchino est formidable. Je me demandais si tu allais faire un petit point de Giacchino juste avant. Ouais, mais puisque maintenant on va parler d'un autre film dont la musique est également composée par Michael Giacchino. Et la musique est bien, mais c'est moins bien. Enfin bref, on va parler du meilleur Marvel depuis le précédent, à savoir Spider-Man Homecoming. Bah c'est sympa, hein, mais les fans, c'est comme les détracteurs. À chaque fois, c'est la même histoire et ça devient vraiment ridicule. Donc, on a ici la meilleure incarnation de Spider-Man à l'écran. Désolé pour les fans de Sam Raimi, mais celui-ci est le plus proche de celui des comics. Après, bah, c'est pas le meilleur film Spider-Man. En fait, pour moi, il est 4ème dans la liste. C'est clairement meilleur que les deux Amazing Spider-Man. Et malgré les défauts très gênants de son 3ème opus, la maestria de Sam Raimi fait que ça va être difficile de faire mieux. Ceci dit, il y a des idées vraiment formidables dans le film, et j'en parle beaucoup plus longuement dans ma chronique consacrée au film. Les liens sont dans la description. Entre autres, le fait de voir Spidey débutant qui cherche ses marques, ou encore le positionner loin d'une jungle d'immeubles pour se balancer. C'est super ludique et ça fait du bien, surtout quand t'es à ton 6ème film. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, c'est un peu trop forcé au niveau comédie, comme c'était le cas en fait des Gardiens de la Galaxie 2, mais c'est un chouette divertissement. En tout cas, c'est le meilleur Marvel et jusqu'au prochain. Oui, voilà, sans doute à chaque fois c'est pareil, quoi. C'est ça que je dis, c'est complètement ridicule. T'as ceux qui détestent Marvel et qui à chaque fois vont te dire exactement les mêmes arguments sur chaque film, et puis t'as ceux qui à chaque fois, oh putain, mais c'est le meilleur film depuis toujours. Non, t'as dit ça il y a 6 mois, mec. C'est ridicule. Et bien donc, tu peux maintenant enchaîner avec ton 3ème film. Oui, justement, Cars 3. Oh, c'est bien fait. Oui. J'avais de gros espoirs, hein. J'aime beaucoup le premier, c'est un remake improbable de Doc Hollywood. Le deuxième, je l'aime moins. C'est un film d'espionnage plus centré sur le personnage de Martin, et il est très très vite pénible quand il est tout seul. Le film a quelques séquences cool, mais globalement c'était assez naze, voire raté. Puis arrive ce 3ème volet qui, d'après son trailer, me laissait penser à un remake de Rocky 4. Putain, ça donnait envie, ça. Ouais, du coup je me dis, après Doc Hollywood, c'était un signe fort pour un retour en force de Flash McQueen. Mais non, c'est pas trop un remake de Rocky 4. Donc en gros, McQueen est dépassé par les avancées technologiques, il se retire, puis décide de revenir, et il doit se surpasser. C'est un peu longué dans sa première partie, je trouve la deuxième nettement supérieure, mais ça sauve pas les meubles. Et puis c'est très prévisible comme histoire. 2 points rapides. La première, celle que je pense la plus importante, est que je crois avoir vécu ma pire expérience de ciné de ma vie. Avec des gosses de merde mal éduqués qui parlent, qui crient, qui bougent. J'étais pas dans les meilleures conditions. Peut-être que mon avis changera après une seconde vision, mais j'en doute quand même. 2ème point, Bastien va être content. Car Flash McQueen fait comme les autres. Il a trouvé sa relève. Et c'est une femme, la relève. Malheureusement, c'est pas Beyoncé et son Who Run the World qui sert de générique de fin. Bon, malgré tout, bonne conclusion. Dommage que le film ne soit pas au niveau. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas génial non plus. Et on peut le dire, Pixar en ce moment, ils ont un peu de mal, non? Bah, c'est pareil que sur les Marvel, je trouve l'exagération toujours pénible. Je veux dire, oui. Regardez, Pixar est mort. Et le mec, il y a 2 ans, tu disais que leur meilleur film était sorti avec Inside Out. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'Inside Out est pas loin d'être un des meilleurs films. Là, il y a Coco qui va débarquer, qui a l'air absolument somptueux. Évidemment, les mecs, pendant, je sais pas, ils ont fait 10 films d'affilée, c'était pas 10 chefs-d'œuvre, mais ils ont fait quand même 10 bons films. Il y a plein de très 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 grands films au milieu de tout ça. Tu peux pas toujours être au niveau. Voilà, ils ont eu une petite baisse, mais au milieu de cette baisse, ils te font un truc comme Inside Out. Là, il y a Coco, comme j'ai dit, qui a l'air absolument somptueux. Donc, on va peut-être se calmer. Les studios sont tous les mêmes. Tu peux pas enchaîner 15 ans de succès et de critique et public et être toujours au top, quoi. Il y a un moment, ça doit retomber, et voilà, c'est arrivé à Pixar, l'âge d'or est terminé, mais au milieu de tout ça, ils arrivent encore à faire des très très grands films. Donc voilà, pas grave. Pas grave. C'est normal.
Voilà. C'est décevant, mais voilà, je préférerais qu'ils fassent que des bons films, mais c'est pas possible, ils peuvent pas continuer à faire que des bons films tout le temps. Après, je pense que Cars est surtout un succès américain et destiné au public américain, et c'est pour ça que nous on a un peu l'impression que c'est pas une suite qui est réclamée à corps et à cri à travers le monde. Et je pense qu'aux États-Unis, par contre, il y a une grosse attente autour de la saga Cars, et c'est pour ça que ce troisième volet a vu le jour. Oui, je pense qu'ils se reposent un peu sur leur suite aussi pour se faire plaisir. Là, je fais confiance à Brad Bird pour les Indestructibles 2, mais ils ont fait le monde de Dory qui était. Il est sympa, il est mignon, il y a plein de qualités, mais au final, voilà, c'était pas une suite nécessaire. C'est vrai. Et là, il y a Toy Story 4, par exemple, alors que le troisième était une conclusion parfaite. Parfaite, c'est clair. On fera peut-être aussi un spécial Pixar un jour. Bah oui. Eh bien écoute, tu peux enchaîner avec le 4e film de ta sélection ? Ouais, on passe sur le truc le plus récent de tous, en sachant que je vais pas vous parler de Little Evil qui est arrivé depuis vendredi sur Netflix, parce que ça vaut pas la peine d'en parler, malgré Evangeline Lilly, elle n'a pas beaucoup de présence à l'écran de toute façon. Shrink. Oui, ça. Moi j'ai hâte de la voir dans Ant-Man 2, ça va être formidable. Elle sera la guêpe, donc c'est cool, parce que j'aime beaucoup Evangeline Lilly, donc voilà. Le film le plus récent, celui qui n'a pas eu droit à une sortie salle, et ça me paraît logique, Death Note sur Netflix, la version américaine réalisée par notre ami Adam Wingard. Le mec qui considère que Kong Skull Island est le film qui représente le mieux King Kong, juste parce qu'il va réaliser la rencontre entre Kong et Godzilla. Ou, en d'autres termes, le mec qui suce des bites après avoir eu le job. Soit un con, quoi. Je pense qu'effectivement ce mec est un génie. Voilà, donc pour faire simple, Death Note, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Light et qui reçoit un carnet magique via lequel il peut tuer des gens. Il écrit leur nom en ayant leur visage en tête et hop, il peut les tuer de la manière qu'il veut. Suffit juste de l'inscrire dans le petit carnet et il en profite pour faire régner la justice à travers le monde. Donc est-ce que c'est nul ? Bah oui, pas Dragon Ball Evolution nul, mais nul quand même. Déjà, t'as un miscast énorme, puisque le héros est incarné par cette tête de cul de Nat Wolff, un type que je déteste profondément, et ce dans chaque film où je l'ai vu. Et c'est pas forcément du très haut de gamme non plus, nos étoiles contraires, Peppertones par exemple. Donc le gars utilise son absence de charisme pour contribuer à faire n'importe quoi du manga original. Par exemple, il reçoit le fameux Death Note et à peine 10 minutes après, il le montre à la meuf qu'il a envie de niquer. Parce que tuer des gens va sans doute l'aider. Comme dirait Bastien, les filles aiment bien le sang à force d'en perdre tous les mois. Bon, là où ça coince vraiment, on a un super flic absolument génial qui comprend tout. Même les trucs qui n'ont aucun sens. Un exemple. Comment devine-t-il que pour tuer, il faut avoir un nom et un visage ? J'attends encore de le comprendre. Le perso est insupportable en plus, mais au point où on en est. Oui. Bon, parce que tout n'est pas de la merde, la dernière demi-heure se révèle bien. Mais le moment où il y a la confrontation entre le héros et sa meuf, jouée par Margaret Qualley, qu'on a pu voir dans The Leftovers ou le formidable The Nice Guys, de notre ami Shane Black. Le souci, c'est que ça intervient après une heure assez molle et chiante, et que sa résolution sous une forme de twist, je dirais, gâche un peu le truc. Ensuite, on a Willem Dafoe, qui prête sa voix à Ryuk, on va dire que c'est le monstre, et c'est un excellent choix. Et le design de Ryuk est bien plus réussi que celui des films japonais. En gros, c'était une transposition en CGI de la version animée, et ça passe pas, surtout à cause du budget où le rendu était finalement très moche dans le monde réel. Donc le problème ici, c'est qu'il est trop laissé dans l'ombre. Donc au bout d'un moment, t'as envie de dire au mec d'allumer 2 ou 3 lampes parce que ça devient ridicule. Donc le mec, même quand il a des trucs qui sont bien, que je trouve vraiment très bien, il arrive à les gâcher. Mais bon, c'est moi qui dois être con, parce que Adam Wingard a réinventé le cinéma d'horreur avec Your Next, puis a fait pareil avec le cinéma d'action dans The Guest, et après, il a fait un remake de Blair Witch. Bref, tout ça est extrêmement médiocre, voire carrément naze, mais ça va venir de moi. Sûrement. Bah oui. Puisque Twitter dit qu'il est formidable. Il lui-même le dit, je crois. Bah oui, il se prend pas pour de la merde, quoi. Je pense, en termes d'appréciation, il est en train de rejoindre Max Landis au niveau des gens que je peux pas blairer du tout dès qu'il parle, quoi. J'aime pas le mec, j'aime pas ce qu'il fait. Je pourrais passer outre, tu vois, j'en avais rien à foutre de ses 3 premiers films. Oui. Mais là, depuis Death Note, qui a plus de retentissement.
dont on parle plus et tout, parce que les autres c'est des petits films dont finalement pas grand monde connaît, quoi. À part Blair Witch, mais bon, Blair Witch, les gens ils s'en battent les couilles de ton remake, quoi, parce que ils ont vu l'original et ils savent que c'est de la merde. Ouais, je sais. Mais là non, le mec est surexposé et ça lui réussit pas, et j'ai très peur de ce que ça va donner quand il va faire un bon gros blockbuster comme Godzilla contre King Kong, quoi. Ça sera super. Oh oui. Bastien, tu l'as vu Death Note, non? Ouais, ah oui, ouais. c'est vrai. Et si je voulais être totalement honnête avec moi-même, j'ai pris du plaisir par moment en le regardant. Alors que c'est vrai que c'est quand même... Parce que tu t'es masturbé. C'est quand même de la merde, mais en fait c'est parce que je pense ça vient simplement du fait que je n'ai jamais vu l'anime ni lu le manga ou autre. Donc en fait scénaristiquement il y a des trucs qui sont vachement intéressants mais qui sont pas du tout bien exploités dans le long métrage. Mais le film a le mérite au moins de m'avoir donné envie du coup de me lancer dans l'anime, je pense. Mais justement, le personnage de Light est bien plus intéressant que là, en l'occurrence, quand tu le vois débarquer, ah mon dieu, un monstre vépar. Il faut dire que Nat Wolf, quoi, c'est juste pas possible. Et je crois que l'animé est dispo sur Netflix. Hein. Je crois, je suis pas sûr à 100%, mais je crois avoir vu ça quand même. Ok, et écoute, tu finis ta petite sélection. Voilà, le dernier pour la route. Jamais Dunkerque, de Christopher Nolan. Et Dunkerque. Je fais pas l'accent du Nord, hein, je sais pas le faire. Non plus. Pour ceux qui me connaissent un peu, mon amour pour Christopher Nolan n'est plus à prouver. J'en ai pas encore parlé dans Bug, donc pour les nouveaux, ça va être difficile de s'en rendre compte parce que ça me fait chier, hein, mais j'ai pas adoré. Le plus décevant quand t'as été déçu par le film d'un réalisateur que tu adores, c'est finalement que t'as été déçu. Pourtant, je t'ai préparé le sujet du film et ses trailers me laissaient de marbre. Mais j'aime Nolan, donc forcément j'avais envie d'aimer. Et la dithyrambe niveau critique me laissait y croire un peu. Et les premières minutes du film aussi d'ailleurs, elles sont saisissantes. Puis terminé. Je me pose encore cette question, n'étant pas un fan de films de guerre, est-ce que j'aime Il faut sauver le soldat Ryan à cause de Spielberg et surtout Tom Hanks, ou est-ce que je l'aime parce que j'aime vraiment le film? Maintenant je pense que j'ai la réponse. La critique voulant que les films de Nolan soient froids et sans émotion est, je pense, en fait je le sais puisque j'aime les autres films, totalement fausse. Mais je pense avoir compris. En fait, les gens lui reprochant ça n'ont juste pas adhéré au film en question. Parce que Dunkerque, c'est ce que j'ai ressenti pendant 1h45. J'avais aucun personnage, sinon celui joué par Mark Rylance et les deux mômes qui ne m'ont intéressé. Même Cillian Murphy et Tom Hardy que j'adore, j'en avais strictement rien à carrer. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas incarnés, que c'était juste des fonctions. L'autre souci du film, c'est que l'histoire est scindée en 3. J'ai trouvé ça extrêmement confus et ça a terminé de me sortir du film. En gros, une histoire se déroule sur une semaine, l'autre sur une journée et la dernière sur 1 heure. Et il arrive qu'une scène de jour soit coupée en 2 pour avoir une scène de nuit et hop, on revient sur la séquence précédente de jour. C'est mal foutu je trouve, mais ça ne m'étonne pas. Nolan ayant toujours eu des problèmes de temporalité. 2 exemples rapides. Dans The Dark Knight Rises, si des dialogues ne venaient pas nous dire qu'ils s'étaient déroulés 4 mois ou 20 jours ou autre, on n'en saurait rien en fait. Je pense par exemple aux flics qui sont coincés dans les égouts. Quand ils en sortent, ils sont propres, sans barbe, rien. Ça n'a pas de sens. Ou dans Interstellar, t'as tout le monde qui vieillit au point qu'une gamine de 10 ans devient Jessica Chastain, mais Michael Caine, lui, ne bouge pas physiquement. Oui, en effet. Pour Michael Caine, tu veux dire quand elle a 10 ans. Michael Caine a 10 ans, qu'est-ce que tu racontes Donc Michael Caine, lui, il vieillit pas. C'est des petits ratés comme ça qui apparaissent dans le cinéma de Nolan et que je trouve impardonnables parce que ça s'évite extrêmement facilement. Bref, même si j'y étais préparé, je suis à mon grand regret déçu. Reste le son, le travail sur le son est magistral. Payez-vous un bon système audio si vous comptez le découvrir chez vous. Mais reconnaissons toutefois quelque chose à Christopher Nolan. C'est quand même le seul mec aujourd'hui à Hollywood qui peut se permettre de sortir un film comme ça en plein cœur de l'été et avoir un succès. C'est un tour de force assez magistral. Non, mais c'est sûr que Nolan, on pourrait aussi faire une spéciale sur lui. Et ouais. C'est un cas un peu particulier, c'est vrai. Et je vais faire un petit point bonus rapide. N'ayant pas aimé le film, je savais déjà que les détracteurs de Nolan étaient chiants, mais j'ai découvert qu'en plus des détracteurs, les fans aussi sont extrêmement pénibles. Il n'y a aucune critique qui ne sera acceptée. Tolérance zéro. Et à mon avis, comme pour Marvel, ça ne rend service à personne. Et puisqu'on va parler de Game of Thrones maintenant, je me rends compte que c'est toujours pareil Game of Thrones. Je voyais pendant toute la saison, on peut pas faire la moindre petite critique, c'est qu'on est con ou qu'on n'a rien compris. Donc c'est extrêmement pénible ce genre de fan attitude, de fanatisme absolu.
Surtout qu'il faut que les gens comprennent que ce n'est pas des attaques personnelles. Vous n'êtes pas les films, les gens. Nous critiquerons quelque chose et c'est pas vous qu'on critique. Hein. Enfin voilà, c'est pas comme si on traitait votre mère ou quelqu'un de votre famille. Donc calmez-vous, respirez un bon coup, hydratez-vous et tout ira mieux. Les gens sont cons. Ah, ça pourrait faire un très bon slogan pour cette émission. Et il faut jamais. Non, c'est pas ça le slogan exact, monsieur. C'est qu'il ne faut jamais prendre les gens pour les cons, mais il ne faut jamais oublier qu'ils le sont. Voilà. Exactement. C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Donc, écoute, en été 2017, somme toute mi-figue, mi-raisin. Hein, au-delà de l'été, honnêtement, je trouve que c'est une année morose. Je me disais déjà ça l'année dernière par rapport à l'année précédente. Et cette année-ci, elle est vraiment pas top. Voilà, il y a quelques films que j'attendais qui m'ont déçu. Donc là, moi, j'attends Star Wars, j'attends Kingsman 2, j'attends le Del Toro, même si j'étais très déçu par son précédent, Crimson Peak. Il va quand même y avoir quelques petits trucs. J'ai aimé aucun des deux premiers Thor. J'ai mine de rien une belle grosse attente sur ce troisième qui a l'air, d'après ces trailers, très cool. Donc voilà, on verra. Ouais, il y a ça aussi. T'as quoi? Il y a ça. Le clown. Ah oui, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est la semaine prochaine, ça déjà. Cette semaine. Ouais. C'est bientôt, ouais. C'est au mois de septembre, je sais pas. C'est le 6, en tout cas en Belgique, c'est le 6. Je crois que c'est plus tard. Ouais, je crois que c'est un peu plus tard pour nous, ouais, effectivement. Et il y a aussi la tour sombre dans les adaptations de Stephen King, mais apparemment c'est une grosse merde. Ah oui, apparemment ça a l'air d'être catastrophique. Ils ont résumé un truc de je sais pas combien de pages en 1h30. Non, ouais. C'est parti en coup. Et pourtant, le duo d'acteurs Matthew McConaughey et Idris Elba, ça vendait sur le papier. Mais bon, en même temps, ça sortait mauvais dès le départ, dès qu'ils ont changé les réalisateurs et compagnie. Mais là n'est pas le sujet. Nous allons donc attaquer la deuxième partie de l'émission, ce petit bilan débriefing de cette saison 7 de Game of Thrones. Donc on l'a tous vu, les garçons, on peut le dire. Oui. Je vais vous laisser y aller vu que je viens beaucoup parler. Donc, Pour ceux qui ne l'ont pas vu parmi nos auditeurs, je pense qu'il faut que vous appuyez sur stop parce qu'on va spoiler un petit peu. Hein. On va être un peu obligé malheureusement de dévoiler certaines avancées de l'intrigue et Dieu sait qu'il y en a eu dans cette saison. Et donc on va, écoutez, on va tout de suite évacuer le sujet principal qui a fait polémique pour cette saison, c'est les problèmes de temporalité qui ont eu lieu toute la saison, les garçons. On ne critique pas. Alors donc il faut situer la chose vite fait. Hein. J'ai pas envie qu'on s'éternise là-dessus parce que le problème a déjà été abordé en long et en large partout. Effectivement, par rapport aux saisons précédentes, là les personnages, on a parfois l'impression qu'ils font de la téléportation d'une scène à une autre. Et du coup, clairement, par rapport à ce qui se passait avant, les mecs, dès qu'ils font un voyage de compagnie, avant, dans les saisons précédentes, enfin ça c'est mon ressenti, on ressentait un peu pas la fatigue, mais la lassitude des mecs qui étaient qui étaient en voyage perpétuel. Et là, ça on s'en fout, j'ai envie de dire, c'est passé à la trappe dans cette saison. C'est surtout que avant tu voyais ils faisaient un truc c'était en 5 épisodes et là ils le font en moins d'une demi-heure, donc forcément ça fait bizarre quoi. Et je pense qu'il y a même un exemple à l'intérieur de cette saison qui est assez flagrant pour moi. Ça doit être dans l'épisode 6 je crois. Alors à chaque fois je vais être peut-être un peu vous rectifierez si je me trompe. C'est donc l'épisode où nos amis de la communauté partent à travers le monde des Beyond the Wall. Exactement. Et donc on les voit marcher pendant un petit moment. Je pense que ça doit faire quasiment un épisode complet aux compagnies. Et intervient ce qui intervient, et donc on fait courir notre ami Renly dans le sens inverse, qui lui reparcourt tout ce qu'ils ont fait en un épisode en à peu près 2 minutes 30. Donc il rejoint le mur à la vitesse grand V. Le mec c'est plus que Forrest Gump et Usain Bolt réunis, c'est la puissance absolue. Enfin bon bref, voilà, c'est un exemple déjà à l'intérieur même de cette saison au niveau de la temporalité. Et tu oublies de dire qu'il envoie un corbeau et puis que Daenerys arrive sur son dragon, le tout en moins de 20 minutes quoi. Ouais c'est ça, voilà. Alors qu'avant ils ont mis au moins 40 bonnes minutes pour en arriver là quoi. Exactement. Donc, Et puis il y a un formidable, et puis ça tombe bien alors, avec notre ami l'oncle de Jon Snow qui arrive. L'oncle Benjen. Ça c'est un des problèmes que j'ai relevé un peu dans cette saison, c'est qu'il y a des personnages que j'appelle un peu les personnages, les deux ex machina, un peu machina,
Donc le fameux oncle Benjen qui effectivement arrive à la fin de cet épisode pour sauver Jon Snow. On a aussi le personnage de Renly justement qu'on a fait revenir et qui après cette petite escapade redisparaît complètement. Il y a des persos comme ça, leur utilité scénaristique elle est un peu tendancieuse, je dirais. Mais il a une masse. C'est jouer de la masse. Oh, bravo. Après, est-ce que le fait que les scénaristes maintenant, ils ont pu les bouquins de Martin pour s'appuyer dessus, comment justement ils gèrent ces avancées au niveau narratif, comment ils s'en débrouillent à votre avis? Les mecs se disent maintenant on fait ce qu'on veut, on va à fond les ballons, il nous reste 2 saisons et tout le reste, hop là, on verra ça plus tard quoi. Enfin, on verra ça après le deal aussi c'était que Martin normalement avait donné quand même les principales clés au scénariste, donc il marche pas non plus comme ça à l'aveugle, je pense. À l'aveugle. Je pense effectivement que normalement c'était le but et justement je vais aborder le dernier épisode avec ce que je trouve pour moi un des plus grands scandales de cette saison, la mort de Littlefinger. Je pense que par exemple dans les bouquins ça sera beaucoup mieux traité dans l'épisode pour moi la mort de Littlefinger c'est un scandale absolu quoi. C'est expédié en 2 scènes. Le personnage est un putain de personnage hyper machiavélique et compagnie, genre pas loin d'être le plus intelligent de tous mais presque, et le mec se fait avoir mais comme un bleu. Après je vais pas vous mentir, l'effet de surprise est assez réussi. Moi j'y croyais pas. Je m'y attendais pas, mais je trouve un peu franchement le traitement de ces 2 séquences, mais putain les mecs c'était un des personnages pas principaux mais un des plus kiffants de la série. Enfin, moi personnellement j'aimais beaucoup Littlefinger et là les mecs à mon avis se sont dû se dire dans la dernière saison on n'en a plus besoin, on va lui faire un truc avec une phrase choc, genre une phrase choc, et que Sansa va se ressortir quand ça va être la mise à mort et voilà. Et franchement moi j'ai trouvé ça mais je sais pas si vous avez eu le même ressenti. C'est surtout ça le problème, c'est que le personnage de cette saison ne sert strictement plus à rien et en fait la mort arrive trop tard. Je pense il aurait dû mourir c'est vrai. Bien avant. Effectivement dans cette saison là c'est vrai qu'il a pas servi à grand chose. Il y a eu l'histoire de la lettre ou je sais pas quoi là et puis voilà. 2 points rapides. Moi personnellement Littlefinger je l'ai jamais supporté donc j'en ai rien à battre, mais aussi j'ai ouvert mon programme télé, je suis arrivé sur l'épisode de Game of Thrones puisque c'est diffusé en direct sur une chaîne belge, notre Canal Plus Belgique, et la première ligne du résumé de l'épisode était Sansa et Arya tuent Littlefinger. C'était le résumé de l'épisode, donc si tu veux moi j'ai pas été surpris et en plus ça arrive je sais pas au bout de 40 minutes d'épisode quoi. Donc, à peu près. J'ai trouvé ça, c'est complètement dingue ce résumé d'épisode quoi. Bon, du coup, je vais directement vous donner ce qui m'a aussi déplu dans ce dernier épisode, qui somme toute a été assez face-palmesque pour moi. Je vous cache pas. Donc il y a ça qui m'a fortement déplu. J'ai aussi l'arrivée que je qualifierais de Johnny Hallyday-esque de Daenerys au meeting. Parce que la meuf, clairement, elle arrive avec son dragon, ok, super. Ça n'a pas plus d'impact que ça. Alors oui, on va me dire, oui, c'est pour une démonstration de force et compagnie. Sauf que Jaime, il a déjà vu le dragon et compagnie, donc il peut raconter un peu ce qu'il en est. Il y a ça. Il y a le passage aussi complètement ubuesque entre la montagne et son frère le limier, son frère Bastien. Là on l'a bien compris là. Ils sont frères. Ça se confirme. Private joke. Mais donc les mecs, ils se font un petit préambule comme ça devant tout le monde avant que la réunion débute. Et ce qui est bien, c'est quand ils ont terminé de se parler, hop, ils font un petit pas en arrière et ils reculent. Donc excusez-moi, mais j'ai envie de vous dire, ok les gars, super. Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai noté encore qui m'a fortement fait rire? Eh bien, toute l'histoire autour du supposé foutre magique de Jon Snow, parce que bien entendu, Daenerys supposément qui n'est plus fertile, donc là, a priori, elle va redevenir fertile prochainement, grâce à la semence de Jon. Et d'une subtilité d'ailleurs, toute cette chose qui ressort cette saison 3-4 fois par-ci par-là.
N'est-ce pas? On sent le truc bien venir, quoi. Mais en même temps, il y avait la sorcière qui avait dit, et John lui dit, mais c'est une sorcière qui vous a dit ça, peut-être qu'elle a menti. Donc, c'est génial de sortir ce genre de truc, alors que pendant toutes les saisons précédentes, elle avait un peu la parole d'évangile, la sorcière, et lui il arrive et fait ouais, c'est bon. Donc voilà, moi c'est ce genre de truc un petit peu. Après, je vais pas bouder mon plaisir, hein. Il y a eu des séquences tout au long de la saison qui ont été assez sympathiques. Au niveau graphique, il y a eu des plans qui étaient dignes des plus belles illustrations d'Heroic Fantasy, qui auraient fait des magnifiques couvertures de livres. Et puis bon, il faut quand même le dire, merde, c'est une des séries préférées de Christine Boutin, et juste pour ça, c'est quand même plutôt cool. Schwing. Très gros schwing. Donc là, je sais pas. Après, il y a d'autres séquences aussi là qui me reviennent en tête, et je me dis que c'était un peu. Ah oui, voilà. Je pense que elle me revient là tout de suite. C'était la séquence la plus face-palmesque pour moi depuis le début de Game of Thrones. Alors, ça doit être en tout début de saison, la scène d'amour torride entre notre ami Vergris, là, je crois que ça s'appelle comme ça, et Missandei. Voilà, très bien, voilà, un truc comme ça. Ouais, ils ont fait le ciseau, hein. Et oui, oui. Et donc cette scène, je me suis dit quand je l'ai vue, mais putain, mais elle ne sert à rien, si ce n'est à satisfaire les fans de monsieur et les fans de madame. Et parce que très très belle madame. Hein. Oui, très belle poitrine. Non, mais Schwing, Schwing clairement, mais j'ai envie de vous dire, la scène en plus elle a duré 5 minutes, c'était l'horreur. Et mais elle a fait beaucoup de bien pour la communauté quand même là. Oui, il faut pas se fâcher avec les communautés, surtout en 2017. Non, mais la communauté des esclaves. Hein. Et ça représente. Ouais. Bon donc voilà, non mais je sais pas si. Ouais, moi on avait fait déjà une petite preview avant de commencer la saison où j'avais expliqué que moi ce que je préférais c'était les marcheurs blancs, l'action à gogo. Donc là j'ai été servi quand même cette saison que j'ai quand même plutôt bien aimé. Maintenant c'est devenu complètement con entre les personnages et donc ce qui compte maintenant c'est le divertissement pur. Donc moi, le gros kiff de la saison, ça a quand même été la fin de l'épisode avec John et ses comparses qui traversent le mur, et donc ça finit là-dessus. Ouais. Et ce moment-là, c'était, j'avais le zizi tout dur, quoi. Tu te disais le prochain épisode, ça va y aller. En plus, cette idée totalement con aussi, ils doivent aller chercher un zombie pour le ramener, pour le monter à Cersei. C'est con, mais en fait l'idée est quand même super. Donc moi j'ai adoré. La relation Jaime et Tyrion que je voulais avoir un petit peu plus, on y a eu le droit un peu cette saison, on les revoit un petit peu ensemble. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé Jaime cette saison. J'ai eu peur pour lui quand même 2 fois parce que je me suis dit putain avec le dragon, je me suis dit putain il aurait eu une sale mort, ça aurait été moche. Il a des belles scènes, et puis même dans le dernier épisode quand il part à cheval avec les flocons qui tombent, la petite musique avec les chœurs, c'est une belle séquence. Après, il est clair que je suis pour la team des marcheurs blancs. Hein. Je veux qu'ils défoncent tous les personnages sur leur passage, hein, qu'ils fassent un reset de ce monde. C'est un peu les insoumis de Jean-Luc Mélenchon, les marcheurs blancs. C'est un peu ça. Par contre, je déteste cette idée qui vient d'arriver, comme quoi, si j'ai bien compris, maintenant on tue le chef marcheur blanc, tous les autres ils vont tomber. Oui, alors s'ils font ça... Oui, exactement. Ça aussi, c'est une belle astuce scénaristique qui est tombée comme un cheveu sur la soupe. C'est bien de la merde ça. Déjà qu'on trouve du ver dragon partout à un endroit. C'est clair. Après les effets spéciaux quand même sont encore dans cette saison, ils sont encore améliorés par rapport aux autres. Hein. Je crois qu'il y a très peu de moments où je me suis dit que ça allait pas. En plus il y a pas mal de scènes de dragons cette saison et ils ont quand même, mis le paquet. Il n'y a que la scène de destruction du mur à la toute fin là. J'ai trouvé que par moments ça tournait un peu à la bouillie numérique, mais dès que ça commençait à bouger, quand les plans étaient fixes et lointains, quand c'était des plans larges, je trouvais que c'était nickel. Par contre, dès que c'était plus rapproché et que ça bougeait, c'était n'importe quoi. Ouais. Après, du coup, ce qui est bien aussi cette saison, c'est que comme il y avait moins d'épisodes, ça recentrait les enjeux et moi j'ai beaucoup aimé aussi ces scènes où tu connais en fait tous les personnages. Dans le dernier épisode on a un peu ce cas de figure là quand ils sont dans l'espèce d'arène où tous les personnages se regardent un petit peu entre eux, ils se font des regards et on connaît l'histoire des personnages et ça c'est assez fort du coup avec les années qu'on a passées avec ces personnages là. Maintenant on les connaît bien.
Après, du coup, ça va être assez frustrant parce que dans la dernière saison, il y en a quand même. Je pense qu'on va les voir une séquence et puis au revoir, quoi. Ouais, c'est clair. On se dirige vraiment pour tout ça pour ça, hein, quand même. Il aurait fallu, je pense, tuer beaucoup plus de personnages avant. Et cette saison même, l'épisode avec les marcheurs blancs, là où ils sont dans la neige et tout ça, ils tuent personne en fait, à part le dragon qui est la mort importante de l'épisode, mais en personnage, il aurait fait se dépasser de Jorah ou. C'est un peu dommage. Après, moi, le principal reproche que je ferais à cette saison, en fait, c'est que la série ne surprend plus. Et je suis pas du tout surpris quand je regarde. Tout est attendu, en fait. La série est maintenant rentrée dans les clous, je trouve. Et tu devines ce qui va se passer à l'avance. Moi, le coup du dragon zombie, je l'avais gaulé une semaine avant. La fin de saison, c'était clair que ça allait finir sur le mur qui se fait exploser. La révélation de Jon Snow sur ses parents, pareil, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe pour ceux qui suivent un petit peu les trucs. Ça avait déjà été raconté dans la saison 6. Hein. Ouais, c'est pas très surprenant tout ça. Ouais. Puis c'est surtout, bien. Je trouve que c'est pas clair, moi, leurs histoires. Je trouve pas que ça soit clair comme du jus de chic à chaque fois ce qu'ils racontent. Ouais. Et puis la faiblesse aussi des dialogues, j'ai trouvé cette saison par moment. Ça parle de beat et de chat, t'as l'impression que c'est Jean-Marie Bigard à l'écriture. Le relâchement des scénaristes à plusieurs niveaux. Hein, donc ça, je l'ai noté. Et puis j'ai noté aussi cette petite chose parce que Cersei enceinte, moi c'est ma théorie, je n'y crois pas du tout. Hein. Je sais pas vous comment vous l'avez ressenti. Tu penses que c'est un gros pipeau? Oui, c'est un gros pipeau pour manipuler tout le monde. C'est possible, c'est possible. On verra par la suite. Mais... On va pouvoir faire justement le petit jeu des pronostics pour qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce final. Ouais. Alors Seb, toi, ton ressenti du coup sur cette saison? On va faire ça assez rapidement puisque vous avez dit pas mal de choses. Moi perso, j'ai beaucoup critiqué la série parce que je trouvais qu'il se passait pas grand chose, que ça avançait pas. Donc je vais pas me plaindre des téléportations des personnages. Le seul vrai problème, comme j'ai dit, c'est que dans les saisons précédentes, tu t'as vu ces trucs-là, ces distances-là être parcourues sur 5 épisodes. Là d'un coup, ça arrive sur 10 minutes. Donc oui, évidemment, ça choque un petit peu, mais moi j'oublie ça, quoi. C'est-à-dire à part les 2 premiers épisodes qui sont une mise en place. Putain, quoi, j'ai pris mon pied pendant toute la saison quand même. J'ai reproché à la série d'avoir des dragons et de rien en faire. Putain, mais on a eu du dragon à mort. Moi, contrairement à toi, Bastien, je l'avais pas vu venir le dragon zombie. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, putain, quoi. C'est énorme, les cartes ont été complètement redistribuées parce que avec des dragons, quand tu vois la première attaque que Daenerys fait quand elle est super vénère et qu'on croit que Jaime risque de crever, et Bronn aussi, tu te dis putain, elle peut pas perdre, quoi, c'est pas possible. Et là d'un coup t'as ça qui arrive et pour moi les cartes sont redistribuées et je trouve ça absolument génial. J'ai une putain de hâte maintenant, c'est de voir la saison 8 pour les private jokes aujourd'hui. Pour un combat dragon contre dragon, quoi. Je veux dire, l'épisode Beyond the Wall, toutes les scènes de bataille qu'on a vues dans cette saison, elles étaient absolument hallucinantes. Imaginez ce qu'ils vont faire sur la putain de saison 8. Ça va être énorme, cette bataille-là, ce combat de dragon contre dragon, ça va être complètement fou. Moi, je suis super excité à ce propos-là. Après, t'as toujours des défauts, hein. Euron Greyjoy, là, par exemple, le nouveau personnage over the top, super ridicule, qui est pète-couille. Il est horrible. À vouloir aller trop vite, on a raté une scène qui moi m'aurait beaucoup plu, c'est les retrouvailles entre Tyrion et Bronn juste avant qu'il retrouve Jaime. Ça m'aurait plu de le voir. En plus, je crois que l'épisode était assez court celui-là, donc je comprends pourquoi ils ont coupé la scène. Mais bon, voilà. Ensuite, t'as l'autre gros problème, la scène d'inceste à la fin, donc entre Daenerys et Jon Snow. Alors qu'ils ne le savent pas, qu'ils font un inceste, mais je trouve que c'est forcé à mort, quoi. Ça fait genre, regardez, on est Game of Thrones, donc on le fait par principe. C'était complètement stupide, c'était pas nécessaire, donc c'est dommage. La scène est super esthétisante, avec une lumière, on voit bien le cul de Snow, c'est très bizarre ce traitement, mais bon, pourquoi pas, quoi.
Ouais, enfin, je trouve que ça sert à rien. À part, enfin, peut-être qu'ils veulent créer un conflit pour la saison prochaine où, comme Jon Snow est l'héritier du trône et que finalement, de toute façon, il en veut pas. Donc, je sais pas comment ça marche au niveau de la royauté, s'il est obligé de le prendre ou pas. Ou il peut laisser Daenerys. J'y connais rien à tout ça, mais. Et on s'en fout. Ouais, voilà quoi. Moi, je veux dire. On s'en bat les couilles quoi. La scène d'inceste était pas forcée. De toute façon, n'aurait rien changé aux enjeux puisque si oui ou non il doit avoir qu'elle soit amoureuse ou pas, elle le veut son putain de trône et si elle a envie, elle le crame avec son dragon quoi. Donc voilà. Content qu'il y a moins de Sam, même s'il y a beaucoup trop de Sam à mon goût toujours. Pénible. Beaucoup de personnages sont là uniquement pour quelques scènes. Quand je les aime pas, tant mieux. Quand je les aime bien, comme Cersei par exemple, ça me déçoit un petit peu. Mais voilà, j'ai trouvé que ça allait. Ouais, ça va beaucoup plus vite et je vais pas. Ouais, j'aurais préféré que parfois ça se pose un petit peu, que ça reste plus sur les personnages. Comme je disais pour Tyrion et Bronn, j'aurais voulu voir les retrouvailles. Mais je vais pas bouder mon plaisir quoi. J'ai pris mon pied sur la saison et je considère pas que c'est la meilleure. Je considère toujours que la 4e est la meilleure. Le dernier épisode est comme d'habitude, à part la 4e saison justement, un gros relâchement. Mais putain quoi, je vais pas bouder mon plaisir. J'ai trop critiqué Game of Thrones pour venir critiquer encore maintenant. J'ai vraiment pris mon pied sur la saison. Ouais, on sent que tu te ramollis un peu quand même. Ouais, bah je deviens gentil à force. Moi, ce que je peux rajouter aussi, c'est que on voit beaucoup les dragons, mais on voit plus du tout ou presque les loups. Et personnellement, ça me gêne un peu. Moi, je misais beaucoup sur les loups et toujours. D'ailleurs, c'est lui qui aurait dû venir chercher Jon Snow sur la glace. Ouais, parce que là, pour le coup, ça aurait pu être un peu plus crédible que l'oncle Benjen qui sort d'on ne sait où et qui repart on ne sait où non plus. Mais en dehors de ce oncle Benjen que j'ai trouvé assez ridicule, cet épisode, moi je l'ai trouvé fou. Ah, moi aussi j'aime beaucoup, je pense que c'est mon épisode préféré de la saison. Ah ouais, clairement, il est hallucinant quoi. Oui, parce que justement il était recentré sur un groupe de personnages, que ça s'éparpillait pas à droite et à gauche, et que voilà, au niveau de la temporalité, ça restait raisonnable malgré le retour express de notre ami Renly. Non, c'était extrêmement bien foutu. Il y avait une tension assez impressionnante avec les marcheurs blancs et la glace. Non, c'était très bien foutu pour le coup. Ouais, nickel. Ah ouais, à ce propos, parce que moi, ils ont ramené ce personnage-là avec sa petite masse, mais je me souviens l'avoir vu, mais je me souviens plus qui c'est. Donc, c'est toujours le problème à cause du trop grand nombre de personnages. Je l'avais mentionné justement quand on avait fait la spéciale Game of Thrones. Là, j'ai vu le mec, je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part dans la série, mais qui c'est ? Ouais, c'est le fils bâtard de Robert Baratheon, l'ancien roi. Donc voilà. Donc, lui aussi, c'était un des potentiels héritiers du trône. D'accord. Donc voilà. Mais c'est ça qui est un peu dommage aussi dans Game of Thrones, c'est qu'on est quand même à cette saison et qu'il y a certains personnages dont on ne sait pas, on ne sait pas qui c'est, à quoi ils servent. L'oncle Benjen par exemple, je pense que les 3/4 des gens ne savaient pas trop où il en était le pépère avant qu'il revienne comme ça. Donc voilà, c'est ce que je trouve un peu dommage aussi dans cette saison. Arya n'a pas eu une séquence très intéressante non plus dans la saison, mais c'est pareil, je pense que son histoire de prendre le visage d'un peu n'importe qui, ça va bien aider les scénaristes dans la dernière ligne droite. Je pense que ça va les sortir d'un petit traquenard dès qu'ils auront une petite couille, ils ressortiront cette histoire. Et voilà. Bah écoutez messieurs, qu'est-ce que vous attendez justement pour cette dernière saison ? Quels sont vos pronostics ? Comment ça peut se finir tout ça ? Moi je pense qu'on se dirige vers Daenerys qui meurt et Jon Snow récupère le trône, mais a le pouvoir, mais comme on le sait, il n'a pas vraiment envie d'avoir ce pouvoir-là. Parce que donc Martin a dit que la fin était une fin douce amère, donc il faut essayer de... Peut-être qu'il a dit douce à merde et que ça a été mal traduit. Donc moi je le vois bien avec son petit fiston sur le trône, totalement désabusé, parce qu'en fait il aura perdu l'amour de sa vie avec Daenerys, et puis en finale il n'a pas la vie qu'il veut, mais la paix est rétablie. Ah, paix, merde, j'avais raison. Mais après ma fin idéale ce serait donc que les marcheurs blancs désignent tout le monde. Oui, j'imagine bien le roi de la nuit sur le trône. Ah, ça serait vraiment une fin douce amère. Bah écoutez, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est que ce que je pense voir plutôt, après je vous dirai ce que j'aimerais voir,
Ce que je pense voir, c'est que notre ami Jon va se sacrifier justement pour Daenerys et sa descendance, genre une mort super héroïque. Si d'ailleurs il peut mourir, parce que pour l'instant quand même le pépère est un peu ressuscité toutes les 4 saisons. Mais bon bref, je pense quand même qu'il va se sacrifier pour ça, pour une cause en laquelle il croit. Et ensuite Daenerys et Cersei, je pense qu'il va y avoir une sorte de paix romaine. On va faire bon bah tu m'emmerdes pas, je t'emmerde pas, et puis voilà, ça peut parce que Cersei mine de rien, elle a quand même plus grand chose à part ses yeux pour pleurer, donc il faut quand même qu'elle se dise que faire la paix avec notre ami Daenerys, ça peut jouer pour elle. Après, ce que j'aimerais voir, c'est que tout le monde, c'est un peu une fin à la Bastien, sauf que tout le monde s'anéantirait les uns les autres, sauf Cersei et son petit King's Landing. Mais le truc, c'est que justement, comme ils auraient plus de ressources et compagnie, ils se laisseraient tous crever de faim. Et en fait, elles régneraient sur un monde où il n'y a plus rien. Donc je trouve que ça pourrait être une fin douce amère aussi, pour le coup. Voilà. Il y a l'idée aussi que Tyrion pourrait élever au final l'enfant de Daenerys et Jon qui vont périr. Et du coup, ce serait genre Yoda, quoi. Wow. Ils ont la même taille. Hein. Ouais. Et j'aime bien aussi cette idée sur laquelle on se dirige, que Jaime tue Cersei et que ça finit en tragédie romaine. Vous croyez, tu crois justement que c'est dans ce sens-là? Moi j'aurais plutôt vu le sens inverse, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est encore une sorcière qui avait dit ça, donc c'est pas sûr encore que ce soit fiable cette info, comme quoi c'est lui qui va l'étrangler. Mais... Justement, je pense qu'on attend tellement de Cersei qu'elle le tue, et pas l'inverse, que du coup ce serait un beau moment, je pense. En plus, lui, il le vivrait mal, là où elle, c'est un peu une pute, quoi, donc elle s'en battrait les couilles. C'est vrai qu'en plus, mine de rien, ce serait une sorte de mini-rédemption pour un personnage qui est quand même très... pas maudit, mais presque. Et, non, c'est vrai que ça pourrait être une conclusion sympathique qui tue un peu l'unique amour de sa vie, même si après, derrière, et lui se tue aussi, au final, parce qu'il peut pas vivre sans elle. Donc, et du coup, Brienne de Thor se suiciderait aussi. Oh non, fini avec notre ami le barbu. Celui qui est peut-être mort dans le mur, mais on sait pas trop. Alors, apparemment, il est vivant. Il l'a dit sur son compte Twitter. C'est quoi? D'accord. Son personne ne meurt. c'est bien. Écoutez, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter? Sandwich. Ok. Une question qui tue, Bastien? Non, non, c'était simple. On a un peu répondu du coup. Ouais, ok, très bien. Du coup, je retire mon sandwich. Ok, retire-le bien. Et bien écoutez, sur ce, on va se quitter. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes toujours disponibles sur Twitter, Bug le podcast. Pour ma part, Alphonse Dadet. Grumpy Seb pour Sébastien. Et Bastien a toujours son Ulule d'ouvert, son Kickstarter concernant sa thèse. N'oubliez pas de donner. D'ailleurs, j'ai une question pour les auditeurs cette semaine. Si derrière chaque grand homme se cache une femme, qui peut bien se cacher derrière Michel Petrucciani? Je vous laisse réfléchir là-dessus et vous m'envoyez votre réponse par la poste. Exactement. Et bien sur ce, messieurs, je vais clore l'émission. On se dit à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Salut.